Un projet mis en place maintenant depuis 14 mois. 14 mois de recherche, d'études, de visites, de voyages, de rencontres, mais surtout 14 mois de plaisir, de partage et de passion. Et aujourd'hui, le jour où nous allons vous dévoiler quelques pistes exploitées. Depuis le mois de mai 2011, ont été lus plus de 1500 documents appartenant aux archives de l'église de Fleury. Mis à part l'évocation de l'existence au XVIIIe siècle de deux tableaux représentant le Christ et deux autres, la Vierge Marie, rien ne nous a permis jusqu'aujourd'hui d'y trouver l'origine d'acquisition de notre tableau. Cette première piste s'est donc révélée infructueuse. Nous avons perçu à l'arrière du tableau deux petites marques estampillées dans le bois. Nos recherches ont été largement approfondies en vue d'établir leur identification ainsi que leur signification, en espérant ainsi y percevoir ce qu'elles peuvent nous révéler. Replongeons-nous pour cela dans l'histoire de la Flandre d'avant le milieu du XVIe siècle, et plus précisément à Anvers, lieu florissant de la production de retables en bois. À cette époque, des menuisiers, ou tafereelsmakers, littéralement des fabricants de sel, confectionnaient le bac ou coffre, solide structure de bois destinée à recevoir les éléments sculptés. Parfois, ils fabriquaient aussi, et selon la demande, les panneaux latéraux du retable, destinés quant à eux à être peints. En 1566, les iconoclastes se déchaînent dans tout le pays. La colère s'attise lorsque le roi d'Espagne, Philippe II, ordonne au sinistre duc d'Albe de réprimer la foule. Les soulèvements populaires contre l'occupation espagnole se transforment en une véritable guerre civile opposant les catholiques aux protestants. Tout y est presque détruit, brûlé et pillé. Un véritable anéantissement d'un âge d'or artistique. S'amorce alors une nouvelle conception de l'art religieux dans les églises, la peinture sur bois. Et ceux qui étaient hier encore des fabricants de bacs s'investissent dans l'exécution de panneaux à peindre, les paneliers, panemakers. Marché prospère s'il en est, puisque Anvers ne comptera pas moins d'une vingtaine d'ateliers de paneliers au début du XVIIe siècle. Et c'est sans doute la demande croissante de panneaux qui fit naître la nécessité de mieux réglementer la profession. Et suite à cette requête, un règlement est rédigé le 11 décembre 1617. L'un des principaux articles de la nouvelle ordonnance précise que chaque maître panelier doit dorénavant apposer une marque personnelle sur ses panneaux et cadres avant de les faire approuver par la corporation et de les faire enduire de chaux. La corporation qui est ici évoquée est la Guilde Saint-Luc d'Anvers, qui apposait une marque très significative représentant le château de la ville associé à deux petites mains. Et voyez justement le document signé le 13 novembre 1617, regroupant l'ensemble des marques des paneliers de la Guilde d'Anvers. La reconnaissance d'une marque ne peut cependant pas solutionner toutes les interrogations. En effet, bien que certaines marques n'aient jamais été trouvées à l'arrière des panneaux, et que d'autres, au contraire, ne se retrouvaient pas dans la liste de 1617, ce recueil de marques nous aide souvent, mais pas toujours, à l'identification du maître panelier. Jetez un œil plutôt attentif
sur la marque dessinée dans le coin supérieur droit. Ici, un exemple de marque de panelier à l'arrière d'un panneau de bois datant du XVIIe siècle. Vous y percevez à gauche les deux petites mains de la guilde de Saint-Luc d'Anvers. À droite, la marque plutôt abîmée du château d'Anvers. Et au centre, une marque révélée dans le document précédent, représentant un petit trèfle d'environ 1 cm sur 1. Et voici ce qui nous amène à vous présenter deux marques identiques en forme de trèfle estampillé à l'arrière de notre tableau, celui de Feuilly, la Vierge à l'Enfant. Que pouvons-nous déjà en déduire? De prime abord, que ces marques authentifient bel et bien notre œuvre. Et ensuite, si une marque permet d'identifier son auteur, elle pourra en conséquence non seulement révéler une datation maximale, dans notre cas 1617, mais aussi une datation minimale, la date du décès du panelier. Ainsi se révéleront donc le nom du panelier, ainsi que la période et le lieu d'origine de fabrication du panneau. Et vous voilà révélé aujourd'hui l'identité de notre panelier, celui-là même qui a fabriqué le panneau de notre tableau, Michiel Claessens, ayant exercé en Anvers de 1590 à 1637, année de son décès. Il est le frère de l'artiste peintre Artus Claessens, exprimant essentiellement des natures mortes. Ainsi, l'analyse de tableaux attestant la présence d'une marque authentique et identique, ici le trèfle, permettra de reconnaître la clientèle du panelier, à savoir les peintres qui lui ont commandé un panneau de bois. Et dans le cadre de nos recherches et des études iconographiques comparatives de l'empreinte artistique du tableau, cela pourrait nous conduire, avec réserve, à reconnaître l'auteur du tableau, ou, à tout le moins, pourra-t-on définir un courant artistique ou une appartenance à une école de peinture, flamande ou italienne. Et vous voici proposé 3 exemples de tableaux parmi une cinquantaine d'autres où nous trouvons estampillé à l'arrière du panneau une marque identique, à savoir le trèfle de Michiel Claessens. Précisons que toutes ces peintres appartiennent à l'école flamande de peinture d'Anvers. Ici un Pierre Bruegel le Jeune, l'Adoration des Mages, peint en 1621. Un autre exemple, un Gérard Segers, grisaille sur bois, et aussi un Franz Franken dit le Jeune, la Crucifixion, une huile sur bois. Autre piste. Lisons ensemble une notice issue du cartulaire de la famille de Presles de la Nièvre, édité dans le tome 15 des Annales de la Société archéologique de Nivelles et du Brabant wallon. Jean Compère, né de Presles, échevin de Feuilly en 1546, souvent appelé dès 1539 à supplier des échevins absents, Bailly de Feuilly de 1548 à 1553, et en 1561, homme de fief de l'Escaille, mort entre 1574 et 1581, épousa Suzanne de Bouzy-Bertin, décédée le 17 avril 1582. Un tableau représentant la Vierge dans l'église archéenne portait un parti en losange de l'écartelé des compères de Presles et d'azur à la croix d'argent. Il y était encore au XVIIIe siècle. Et cette notice nous a été confirmée par M. Arnaud de Presles lui-même, qui nous a gracieusement fait parvenir un document attestant de l'existence de ce tableau. Je sous-signais, en ma qualité de notaire, déclare et atteste que dans l'église d'Arquenne, distant d'une lieue du Nivelles, on y voit un tableau antique, peint sur bois, représentant la Vierge.
au bas duquel tableau je trouve un écusson en losange, avec les armoiries peintes dans la forme et manière qu'elles sont ici représentées. Secondo loco, la croix blanche sur un fond bleu s'y trouvant semblable, signé Joseph Dioux, notaire. Et voici l'image de cet écusson, issu du document de M. de Presles. Cette piste aurait pu nous aider à identifier un éventuel commanditaire du tableau. Malheureusement, nous devions déchanter, car les analyses techniques et radiographiques n'ont révélé aucune trace d'existence de cet écusson. Soit ne s'agit-il pas de ce tableau, soit l'écusson a-t-il été effacé, sachant que le bord inférieur du tableau a été scié. Cette piste est donc mise en suspens et espérons qu'elle puisse se révéler un jour. Une autre piste. Notre détermination nous a poussés à voyager à travers la Belgique, particulièrement vers la Flandre, Anvers, Gand, Bruges, mais aussi en dehors de nos frontières, vers les grands musées français. Et voici un mois. Ce sont les portes de l'église Notre-Dame du Sablon à Bruxelles qui s'ouvraient à nous. Notre intention était d'y voir des écussons seigneuriaux établissant un lien avec ceux de quelques seigneuries phéniciennes. Nous déambulions alors vers le cœur de l'église. Un espace s'est offert à nous, celui de la nef latérale droite, où nous allions prendre le temps de nous asseoir. Et là, accroché au pilier du carré du transept, un tableau avec cadre de l'époque, représentant presque à l'identique le même thème, celui de la Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste. Voici le tableau, une huile sur toile, très probablement une copie, sous lequel on peut y lire une épitaphe du début du XVIIe siècle. Cette épitaphe stipule « Ici, au bas de ce pilier, gît Damoiselle Jeanne Gillet, jadis concierge de l'hôtel de Barbançon, laquelle trépassa le 23 décembre 1614, et Damoiselle Anna Vermeulen, qui trépassa le 1er janvier 1634, et Pierre, Laura, leur mari, priez Dieu pour leurs âmes. L'hôtel de Barbançon n'est autre que le château lui-même, et le concierge en étant le gardien. Le temps ne nous a pas encore permis d'exploiter cette piste sérieuse. Il nous faudra l'investiguer davantage, car les noms des défunts, ici nommés, pourraient nous mener au nom des commanditaires du tableau, et donc vers celui qui l'aurait peint. Un jour, peut-être, trouverons-nous la clé dans les ruines mystérieuses du vieux château de Barbançon. Alors vous qui êtes assis face au cœur de l'église, et peut-être en essayant de faire abstraction de l'écran qui est là, je voulais simplement vous évoquer une belle relation qui s'offre à notre regard. À savoir, j'ai aimé découvrir le lien entre le tableau de la Vierge à l'enfant avec Jean-Baptiste et en même temps les deux vitraux que vous pourrez peut-être voir davantage après, qui se trouvent dans l'abside de l'église. L'un d'eux, c'est la présentation au temple, Siméon tient l'enfant, et de l'autre côté, c'est la nativité. Ces deux vitraux, pareillement au tableau, traitent le thème de la Vierge à l'enfant et la traduisent avec les belles teintes au niveau de ses vêtements. Donc, cet endroit semblait tout désigné pour accueillir le tableau et le laisser pleinement rayonner de sa délicate présence au sein de l'édifice. Nous allons ensemble procéder pendant quelques minutes à l'étude artistique du tableau. Et tout d'abord, nous souhaitions vous faire partager quelques mots qui ont été écrits par Yves Bonnefoy en avril 2012. L'enfant fait évidemment penser à Corrège,
dans le lointain sillage de Michel-Ange. Bologne, peut-être, oui. Je pense à Michelangelo en scène. À partir d'un regard qui est posé sur l'image du tableau, envoyé par email, cette perception, transcrite par l'homme de lettres et poète français Yves Bonnefoy, qui s'attache particulièrement à relever dans l'image peinte l'attitude de l'enfant. Il cite Corrège, les maniéristes florentins, Michel-Ange. Ce sont là des dénominations correspondant des artistes italiens du XVIe siècle. Et ensuite Bologne, peut-être, une ville qui compte pendant plusieurs siècles de nombreux peintres au point d'en former une école. Sans aller plus loin dans l'étude, lui et bien d'autres personnes spécialisées du monde de l'art soulignent la filiation ou l'influence de l'Italie en ce qui concerne la conception iconographique. D'autre part, l'histoire de sa restauration, que Sarah nous a expliqué, a confirmé par la présence d'un tourbillon qui a été découvert lors de la séparation des planches de bois, une technique d'assemblage ancienne et typique des pays du Nord, qui semble ne pas être pratiquée en Italie. Également, l'essence de bois utilisée ici est le chêne, tandis qu'en Italie, c'est davantage le peuplier. Et puis, l'enduit, ou la couche de préparation qui est posée directement sur les panneaux de bois avant la matière picturale, est dans le cas du tableau de Fréluy composé de craie et de colle, qui semble aussi être une autre particularité des peintres du Nord. Alors que l'Italie a recours au gesso, qui est le nom italien qui désigne le plâtre. Simplement pour rappeler, le tableau de la nuit, il ne porte pas de signature, il ne porte pas de date, à l'exception des deux traits qui se trouvent à l'arrière du panneau de bois. Donc, quel est le vécu de l'œuvre considérée? Quelle est son origine? Voici une partie d'une peinture sur bois de cet artiste italien Le Corrège, présentant une Madone avec l'enfant. Un nouveau type d'image est né en Italie avec la Renaissance, et notamment dans l'évolution du traitement de la figure de la Vierge. Elle va s'humaniser et les signes d'une conception sacrée diminuent. L'image va devenir plus profane. Comment traduire la féminité, la présence d'un corps de femme? La grâce, la courbe, la chair et la couleur sont les caractères essentiels du corps féminin. La conception italienne semble se caractériser par plus de douceur, comme nous le voyons dans l'expression des visages, dans la proximité des personnes qui se touchent avec tendresse. À la même époque, la peinture flamande, traitant ce thème, va préserver une plus grande religiosité dans la figuration de la Vierge. Et l'enfant est placé souvent plus frontalement sur les genoux de sa mère. L'ensemble, dans cette construction spatiale qui s'ouvre le plus souvent sur un paysage représenté avec minutie. Cela s'explique par l'emploi de la technique de l'huile et des glacis, ainsi que la particularité de la lumière du Nord que l'on dit claire et enveloppante et qui se développe sur chaque chose, sur chaque visage, leur conférant volume et identité. La peinture, qui est proposée ici à Feuilly, nous demande de nous questionner. Le peintre est-il originaire du Nord? Voyage-t-il en Italie afin d'approcher et de s'enrichir d'une autre conception de la peinture? Ou reçoit-il en nos régions un enseignement d'un maître qui a étudié les artistes italiens? Ces mêmes thèmes sont ramenés et traités chez nous. Ou encore, le peintre est-il italien et rejoindrait-il nos régions pour découvrir la spécificité de la peinture flamande? Voilà une proposition qui est extrêmement intéressante à continuer d'étudier. Vu le peu de temps dont nous disposons aujourd'hui, il n'était pas imaginable de faire une étude comparative entre une peinture italienne, une peinture flamande et le tableau de Feuilly, donc appartenant à la même époque. Peut-être vous reviendrez un autre jour pour une conférence plus spécifique sur le tableau. Il faut relater la réalité des nombreux échanges artistiques et culturels à l'époque entre le Nord et le Sud, soit essentiellement entre la ville d'Anvers et Venise, et ce par les voies maritimes. Nulle autre ville qu'Anvers
peinture italienne. Et les Vénitiens furent les premiers à être informés de cette technique extraordinaire qu'est la peinture à l'huile, qui rendait la réalité comme vue à travers un verre cristallin et avec autant de détails. Il faut également savoir que par bateau voyageaient les œuvres des maîtres flamands vers l'Église, qui étaient achetées par de riches marchands. Plusieurs peintres, jeunes, anversois, compléteront leur formation par un voyage à Venise, qui est parfois dénommé Terre promise de Michel-Ange et de Raphaël, selon une coutume instaurée, voire imposée, depuis des années par la ville de Saint-Luc d'Anvers. Et même certains seront peintres actifs sur le sol italien. Nous pouvons donc penser aujourd'hui que la singularité de l'image du tableau de Feuilly manifeste l'influence italienne en nos régions. Par exemple, on peut citer Pierre-Paul Rubens, ce grand représentant de l'école de la peinture d'Anvers, qui part en Italie en 1600. Et à son retour, son art prend une dimension européenne. À travers leur peinture se révèle l'inspiration, la connaissance et l'assimilation des autres peintres italiens. Chromatisme vénitien, traitement des lumières, organisation de l'espace. Donc, la sensibilité des artistes du Nord se trouvera enrichie par cette rencontre avec l'Italie. Quelques mots en nous centrant maintenant sur l'image même de notre tableau par rapport à l'approche de la composition de celui-ci. C'est un tableau à la composition simple et équilibrée par la position frontale de la Vierge assise, immobile et calme. Elle est au centre de l'image dont elle occupe toute la hauteur. Simple femme au corps puissant, au visage doux, l'enfant sur les genoux. Lui est traité dans une attitude plus dynamique, expression de tension et de torsion du corps qu'accentue le contraste de lumière. Il crée un mouvement qui souligne l'immobilité du corps maternel. L'enfant semble désigné comme corps à regarder, et ces deux corps se détachent sur un fond sombre. Nous le voyons illustrer, cet équilibre et cette composition, par ce dispositif de lignes qui se croisent en angle droit. On peut regarder la position des différents personnages. La partie supérieure est dans la lumière, le coin inférieur droit, lui, dans l'ombre. Nous percevons donc déjà un grand équilibre dans l'organisation de la surface de la peinture. L'origine de la lumière se trouve dans le coin supérieur gauche du tableau. Celle-ci se répand dans l'espace de l'image par trois faisceaux bien visibles, mettant dans l'ombre la partie droite du tableau et principalement le bas. Sont donc pleinement éclairés l'enfant, la mère, ainsi que son pied droit, légèrement dans l'ombre, Jean-Baptiste. À l'avant, présence de structures, comme le mobilier, aux lignes angulaires, le siège, le piédestal, et derrière eux, une architecture aux lignes courbes, déterminant l'espace intérieur et fermé. Le peintre fait référence à l'antique, avec la colonne et l'arcade. En Flandre, le plus souvent, la scène se prolonge au-delà d'une ouverture par un paysage naturel qui est peint avec un respect des détails. Un axe oblique relie par les visages Jean-Baptiste, l'enfant et la mère. Ils se tiennent tous les trois dans une forme carrée qui révèle déjà une image très construite et très pensée. Cette construction est autant présente dans l'agencement des formes, des axes horizontaux, verticaux et obliques, que dans la géométrie des éléments d'architecture. D'autres axes obliques, bien parallèles, parcourent toute la surface du tableau et unifient la partie inférieure et la partie supérieure. Nous voyons la frontalité des genoux de la Vierge et par l'intermédiaire de l'ampleur du manteau bleu, son buste à la robe rouge, la montre de pied ainsi que l'enfant. Il y a également l'emploi de la mise en perspective de l'espace et de la présence de deux points de fuite. La fluidité des courbes se lit dans le corps de l'enfant lui-même
et également dans la souplesse des plis des vêtements de couleur assez vive, traditionnellement le bleu pour le manteau et le rouge, vermillon peut-être pour la robe. La coiffe blanche portée vers la droite de la tête en un dispositif asymétrique met en évidence le visage dirigé doucement vers le bas et par là même libère un espace qui montre une épaule dénudée dans un subtil contraste de clair-obscur. L'ensemble du tableau est une belle facture picturale et très homogène avec l'utilisation des glacis qui sont donc liants, fluides, peu chargés en matière colorée, qui favorisent la profondeur et le modelé très nuancé. Regardons ensemble et de plus près trois détails, justement ce qui concerne la carnation. Pour le traitement de celle-ci, le peintre a recours au verdaccio, qui est un procédé italien et maniériste qui sera par la suite aussi pratiqué par les primitifs flamands. Il s'agit de l'application d'un fond verdâtre pour traduire des carnations plus subtiles et plus réalistes. Ces trois images, même si peut-être vous ne distinguez pas très nettement la présence de cette tonalité verdâtre, nous tenions à vous les présenter parce qu'elles ont été prises lors de notre deuxième visite à l'atelier chez Sarah. Et ce qui nous a fortement impressionnés, c'est que nous avons pu découvrir la couche picturale qui était, je dirais, mise à nu ou dégagée de ces vieilles couches de vernis. Et donc, la matière s'offrait à notre regard d'une façon tout à fait particulière au niveau de sa subtilité et de ses nuances. Nous voyons que l'orientation de la tête et du regard des trois personnages semble converger vers le pied droit de l'enfant. Observons aussi la main de l'enfant qui fait le signe de la bénédiction latine. Elle se trouve juste au-dessus de son pied droit, ainsi que la main droite de la Vierge qui s'approche du pied de son fils, désignée également par l'index de sa main gauche. Et juste pour terminer, au-delà de la position des mains déjà observée, nous découvrons dans la partie inférieure du tableau que le pied droit de la Vierge est mis en pleine lumière à l'inverse de son pied gauche. Et sa main gauche est placée juste au-dessus de ce pied droit, posé sur le piédestal. Cela pourrait correspondre à une interprétation symbolique, le pied symbolisant la purification et la crucifixion. Rappelons que le côté droit symbolise toujours le bon côté, le côté des justes, le côté des élus, les damnés se trouvant le plus souvent